Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la véritable histoire de la bête de Gévaudan. J'ai découvert cette histoire donc, dans la série Teen Wolf. Sur les intrigues de série inspirées de la vie réelle, j'ai décidé donc, de commencer par celle-ci. Voilà. Donc, je vais regarder beaucoup mon carnet pour le coup parce que il y a beaucoup d'informations. En juin 1764, lorsqu'une vachère qui habite Longogne rentre donc au village en disant s'être fait attaquer par une bête, mais par chance elle a été défendue par ses bœufs et elle s'en est tirée avec les vêtements déchirés. Malheureusement, Jeanne Boulet, qui était âgée de 14 ans et qui a été retrouvée morte donc au village des Ubacs dans la paroisse de Saint-Étienne de Luc-d'Orès en Vivarois. Elle sera enterrée sans sacrement car elle n'a pas pu se confesser avant l'acte de sépulture. Je vais vous mettre une définition pour les personnes qui ne savent pas ce que ça veut dire, juste ici, enfin quelque part vers là. Précise qu'elle fut tuée par la bête féroce, ce qui suggère qu'elle serait que la première victime officielle de la bête, mais qu'il y en aurait sans doute eu probablement en 1763, enfin vers 1763, 1764. Nous aurons une deuxième victime le 8 août. Elle est âgée donc de 14 ans et tuée dans la vallée de l'Allier. Entre août et septembre, d'autres victimes vont être recensées dans la forêt de Mersoir ou Mercoire, je ne sais pas trop comment ça se dit, Mersoir, ou dans ses alentours. Le 7 octobre, une jeune fille va être retrouvée morte dans le village d'Apcher, ou d'Apcher, je ne sais pas trop comment ça se dit. Encore une fois sur une paroisse qui est la paroisse de Prunière. On dit que sa tête n'aurait été retrouvée que 8 jours plus tard. Le lendemain, 2 garçons vachers seront attaqués, l'un à proximité de la Fauge Martiverno et l'autre entre Princuévial et le château de la Baume. Réussir à se réfugier parmi ces vaches qui vont parvenir à repousser la bête. Des chasseurs vont, en sortant d'un bois avoirissant, apercevoir la bête rôdant toujours autour du garçon, donc celui situé entre Princuévial et le château de la Baume. Et 2 de ces chasseurs vont donc tirer et toucher la bête qui va par 2 fois tomber et se relever. Ça sera la première fois que la bête sera blessée. Ce mois d'octobre 1764, d'autres attaques en font lieu, dont une qui coûte la vie à Marie-Solinac au Brouet sur la paroisse des Hermans. Rentrée dans l'une des premières attaques de la bête la plus connue. Donc c'est le 12 janvier donc 1765 que la bête va s'attaquer à 7 enfants du village de Villaret sur la paroisse de Cheneille en Haute-Loire. Donc les enfants sont âgés de 8 à 12 ans. Et ce qui va se passer, c'est que la bête va les attaquer en tournant autour d'eux et elle va d'abord dévorer la joue d'un des plus jeunes garçons. Elle va revenir à la chasse et elle va saisir dans sa gueule le bras de Joseph Parafieux, puis
elle va l'emporter avec lui. Donc l'un des enfants suggère de partir, mais Jacques-André Portefaix les incite donc à aller secourir leur ami. Ils vont donc réussir par chance à rattraper la bête et à les tenir à distance grâce à leur bâton de berger. Et la bête va finir par s'enfuir après l'arrivée d'un ou plusieurs hommes alertés par les cris des autres enfants. Cet affrontement va être relaté par Monsieur de Saint-Priest au conseiller du roi Clément Charles-François de la Verdrie. Et pour récompenser donc Jacques Portefaix, celui qui a incité les autres enfants à aller secourir leur ami, il se verra offrir l'éducation. On va parler donc d'une autre attaque qui est aussi restée dans les annales par rapport au courage d'une mère. Donc cette mère, c'est Jeanne Jouve ou Jeanne Marlet de son nom de jeune fille. Elle demeure au mas de la Vissière sur la paroisse de Saint-Alban. Ce qui va se passer, c'est que le 14 mars vers midi, elle se tient devant sa maison avec ses 3 enfants, puis elle s'aperçoit que sa fille de 9 ans vient d'être saisie par la bête, et la jeune fille donc tient le plus jeune des garçons, âgé d'environ 14 mois. Jeanne Jouve va donc se jeter sur la bête et réussir à lui faire lâcher prise. Mais elle va se jeter donc sur Jean-Pierre, âgé de 6 ans, et va l'emporter avec elle. Il va s'en suivre un long combat entre Jeanne et la bête, où elle sera donc jetée au sol, griffée et mordue à plusieurs reprises. La bête va réussir encore une fois à s'échapper. On ne sait pas comment elle va réussir. Et elle va tomber sur les 2 aînés Jouve qui partent mener leur troupeau. Et libéreront leur frère, parce que oui, la bête a griffé, mordu Jeanne Jouve, mais tenait toujours le jeune garçon. Mais malheureusement, Jean-Pierre mourra du fait de ses blessures 5 jours plus tard. On va maintenant passer aux battues, donc aux nombreuses battues qu'il y avait. Donc on va revenir en 1764, où des chasseurs de Mende vont être envoyés seconder des battues près de Longogne par le syndicat Étienne Lafont. Mais il va vite se rendre compte que c'est pas suffisant. Il va donc avertir Monsieur de Saint-Priest, intendant du Languedoc, gouverneur de la Provence. Ce dernier va donc donner l'ordre au capitaine Jean-Baptiste Duhamel, stationné à Langogne, avec les soldats du régiment de troupes légères de Clermont-Prince, de conduire les chasseurs contre la bête. Il va donc y avoir de multiples battues dans la forêt de Mersoir, mais jamais la bête n'a été aperçue. On suppose qu'elle a quitté donc rapidement son repère pour atteindre au début de l'octobre le confin de la Marguerite et de l'Aubac. Le 2 novembre, le capitaine Duhamel et ses hommes quittent Langogne pour Saint-Clécy, je pense. J'arrive plus à me relire, c'est très bête ça. Je vous mettrai si je me suis trompée. Mais cela ne sera que le 11 novembre qu'ils vont pouvoir effectuer leur première chasse pour cause de forte neige. Le 15 décembre, en voyant le manque de résultats des chasses, les États de Languedoc se réunissent. Une récompense de 2000 livres à qui tuera la bête. Au début 1765,
le louvetier Jean-Charles Marc-Antoine Vonesle Desneval, qui aurait abattu plus de 1200 loups, et son fils arrivent à Gévaudan. Dès leur arrivée, ils revendiquent l'exclusivité de la chasse. Pour cela, ils vont faire intervenir Monsieur de Laverdy pour obtenir le renvoi du capitaine Duhamel qui quitte le pays le 8 avril pour Pont-Saint-Esprit. Ce n'est que le 21 avril qu'il va intervenir. Cette intervention vise à rabattre la bête vers Prumière. Malheureusement, encore une fois, la bête réussira à s'échapper. Les chasseurs présents avec les Henneval n'auront même pas le temps de tirer. On passe au 2 mai 1765. Ils vont se rendre au sud-est de Saint-Alban après avoir été informés que les frères Marlet du hameau de la Chaumette est tiré sur la bête après que celle-ci ait tenté de s'attaquer à un jeune berger. La bête a été blessée mais a tout de même réussi à s'échapper. Et ces hommes vont donc partir à la poursuite de la bête. Ils espèrent que sa blessure leur a été fatale, mais une femme a été retrouvée morte l'après-midi même sur la paroisse de Ventejean. On va parler maintenant de l'affrontement qui est relaté dans la série Teen Wolf. C'est l'affrontement entre Marie-Jeanne Valette. Donc on va commencer par parler de François-Antoine. Donc il va se joindre aux Denneval lors de différentes chasses avec ses hommes. Les Denneval quittent le pays le 28 juillet sous ordre du roi. Antoine et ses hommes, quant à eux, vont continuer la chasse de la bête qu'ils considèrent comme étant un simple loup. On arrive maintenant donc à l'affrontement entre Marie-Jeanne Vallet et la bête. Donc nous sommes le dimanche 11 août où il organise donc une grande bataille, et c'est ce jour-là qu'il accédera donc aux exploits de Marie-Jeanne Vallet, donc la servante du curé de Paulac, âgée d'environ 20 ans. Elle est en compagnie d'autres paysannes et elle emprunte une petite passerelle pour franchir un petit cours d'eau quand la bête surgit. Les autres filles, quant à elles, vont se reculer, mais la bête va se jeter sur Marie-Jeanne. Elle va parvenir à lui lancer sa lance dans le poitrail. La bête va se laisser tomber dans la rivière et disparaître dans le bois. Antoine arrivera sur les lieux et constatera que la lance de Marie-Jeanne est couverte de sang et que les traces retrouvées sont similaires à celles de la bête. Marie-Jeanne sera appelée la pucelle du Gévaudan. Nous allons parler maintenant d'une famille qui va jouer un rôle important dans cette affaire. C'est la famille Chastel. Donc nous sommes le 16 août et une chasse générale est organisée dans le bois de Montchauvet. Et donc Jean Chastel y participe avec ses deux fils, Pierre et Jean-Antoine. Ils seront arrêtés après avoir ri de leur garde-chasse en 1767. En 1767, c'est le père Jean Chastel qui abattra un grand animal ressemblant à un loup, la bête. Un autre Jean Ternis, chasseur de Monseigneur de la Tour, tue la Bessère Sainte-Marie, une louve qui accompagnait la bête au dire de plusieurs témoins. C'est comme ça que s'arrêtent les attaques de Gévaudan. Alors, avant de passer aux différentes théories, je tiens à préciser que j'ai passé certaines attaques parce qu'il y a eu vraiment beaucoup d'attaques, comme vous vous le doutez. Là. Donc l'affaire a quand même duré 3 ans, donc vous vous doutez qu'il y a eu beaucoup d'attaques. Voilà, donc maintenant on va passer aux théories. Donc on a
on a deux catégories de théories, la catégorie animale et la catégorie criminelle. On va commencer par la catégorie animale, donc la théorie la plus plausible, hein, c'est la théorie de plusieurs loups. Donc des loups, éventuellement des loups mangeurs d'hommes. Et ça a été évoqué à l'époque et ça s'est maintenu. Dans sa thèse soutenue en 1988 sur l'éthologie, je vous mettrai pareil une définition au cas où vous ne connaissez pas le mot éthologie, du loup, François de Beaufort affirme un groupe familial de loups fonctionnant fréquemment, occasionnellement, comme mangeurs d'hommes. Alors, selon François-Louis Pélissier, les loups tués seraient des Canis lupus isilakis, donc une sous-espèce de loup gris originaire d'Italie. Là, sur le pelage et la morphologie. De plus, l'anatomie des rapports correspond aux caractéristiques de cette sous-espèce. On parle ensuite d'un hybride entre le chien et le loup. Alors ça, c'est Michel Louis, qui est directeur du parc zoologique d'Améville. Et il explique donc que le comportement psychologique ne correspond pas au loup, qui serait bien connu et peu redouté à l'époque par des paysans. L'hypothèse du loup enragé ne peut non plus être nue, car les survivants de l'attaque ne peuvent pas contracter de maladie qui les aurait tués en quelques mois. Ancien maître chien, il soutient l'hypothèse du chien-loup, car selon lui, la description de la bête correspond en beaucoup de points à celle d'un chien type berger. La gueule plate, le museau fin, les oreilles courtes, le poil roux, fauve ou sable, des traversées de bandes noires, marques blanches sur le poitrail. Il affirme que la bête ne peut pas être un simple loup gris, commun, du motif que les Français vivaient à cette époque avec le loup au quotidien, car il y avait 90% de loups au XVIIIe siècle. Il en conclut donc que les paysans savaient identifier un loup et que les témoins n'auraient pas pu se tromper sur la bête rousse à la gueule noire. Dans les actes de sépulture, les curés notent par exemple « tué par la bête » et non « tué par le loup ». Si vous ne le savez pas déjà, les loups sont des animaux craintifs de l'homme et n'attaquent que s'ils se savent en danger ou s'ils se savent attaquer. De plus, ils n'attaquent que par meute et ça reste quand même assez rare. D'autres théories parlent d'animaux exotiques ou de cryptides. Par exemple, le 31 décembre 1764, l'évêque de Mende émet une première théorie sur la bête. Selon lui, ça serait un animal exotique qu'il décrit comme étant une féroce inconnue de nos climats. Le capitaine Duhamel décrit la bête comme étant un animal monstrueux, progéniture du lion. On parle Fournier, curé de la Bessères-Sainte-Marie, rapporte sans certitude que les habitants de Longogne pensent qu'il s'agit d'une hyène échappée de la ménagerie du roi de Sardaigne ou de la foire de Beaucoussoir. Certains pensent que c'était le diable en personne. Plus tardivement, la bête sera assimilée à une hyène rayée dans un petit fascicule publié et vendu au Jardin des Plantes en 1819. Et l'historien Jerry M. Smith conclut à une erreur d'identification. Bien d'autres animaux ont été cités comme étant la bête, le glouton qui est dit très dangereux, agressif. Au Canada, il est qualifié d'animal le plus féroce du Grand Nord. Un tigron, donc c'est un croisement
d'une lionne et d'un tigre, ou un ours, ou loup marsupial, qui fait la taille d'un loup. Elle est considérée comme étant éteinte depuis 1936. Les cryptologues en sont allés aussi de leur petite théorie en parlant des Mesonychia, ou Mesonychia, je sais pas trop comment ça se dit, qui sont des mammifères carnivores de taille moyenne ou grande, mais sont censés avoir vécu il y a environ 23 ou 68 millions d'années. On va passer maintenant aux théories criminelles qui sont pas si nombreuses, mais ça peut être intéressant de s'y pencher dessus. En 1911, le docteur Puech, gynécologue de l'école de médecine de Montpellier, rédige un mémoire où il accuse des sadiques d'être à l'origine des attaques de la bête du Gévaudan. Il évoque des tueurs qui se livraient à des exactions supposément reconnaissables comme des décapitations et des mises en scène macabres, consistant à rhabiller les corps de leurs victimes ou à abandonner les cadavres nus en semant leurs habits au long des chemins. En 1962, de Marguerite Arreban frère de publier une plaquette dans laquelle elle accuse un sadique d'avoir commis les meurtres en se faisant passer pour un loup. En 1972, Alain Decaux va reprendre cette théorie pour une émission télévisée et un article apparu dans Historia. En 1777, on parle d'un assassin déguisé en bête parce qu'une femme sera assassinée par un homme se faisant passer pour un animal. Marianne Thomas, servante du chirurgien de Saugues, est grièvement blessée dans la cuisine de son domicile du Cros, assaillie et battue par la bête. Persuadée que c'était une bête qui lui avait fait mal, elle meurt dans la nuit du 23 au 24 juillet. Voilà, donc c'est tout pour les théories, c'est également tout pour la vidéo. Alors, je suis désolée si j'ai beaucoup regardé mon carnet. J'espère que ça vous dérangera pas trop et que ça vous embêtera pas quand même de regarder la vidéo, parce que ce serait quand même dommage. Je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous. Salut!